Le 16 mars 2020, l'annonce est inédite. La France est confinée. Dans les heures qui suivent, les Français regagnent leur domicile. Emmanuel Macron le martèle. Nous sommes en guerre et dans les gares, comme à Saint-Pierre-des-Corps par exemple, eh bien chacun se prépare. Souvenez-vous. On essaye de rentrer chez nous avant le confinement. Je préfère être avec ma famille, ça a l'air plus sympa quand même. Pour aller garder mes soeurs, parce que ma mère est infirmière, donc faut bien aller s'occuper de la famille, quoi. Non, ça va, mais c'était bondé, du coup, on verra bien. Hein. Pour sortir de chez nous, l'attestation devient obligatoire et le seul mot d'ordre, évidemment, c'est rester chez vous. Tout ça, c'était il y a un an. Alors, quel souvenir cet épisode vous a-t-il laissé? Goût amer, révélation, cauchemar, quelles conséquences dans nos vies? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec les invités du grand dossier. Professeur Wissam Elhaj, bonjour. Bonjour Aurélie. Psychiatre, responsable du Centre régional de psychotraumatologie du CHRU de Tours. Nadine Lorrain, vous êtes resté avec nous. Stéphane Frachet, bonjour Stéphane. Bonjour. Journaliste, on va parler d'économie avec toi parce que c'est aussi un coup d'arrêt sur l'économie locale. Et puis Audrey, tu es toujours avec nous. On va commencer justement avec toi. Souvenez-vous, le 14 mars 2020, c'était un samedi soir et là le Premier ministre passe à la télé. Il annonce la fermeture des lieux dits non essentiels. Dans les restaurants, dans les bars, on est en plein service. Je ne sais pas où vous étiez à ce moment-là. Mais en tout cas, toi, tu vas descendre avenue Gramont. Parce que c'est une vie normale qui se déroule jusqu'à ce que... J'étais comme tout le monde, j'étais devant ma télé, on écoutait Édouard Philippe à l'époque et puis on se dit il se passe un truc. Donc effectivement j'ai pris ma caméra, je suis allée les voir, les commerçants, etc. Je suis descendue juste en bas de chez moi. Il était à peu près vers 23h, la soirée était tout ce qu'il y a de plus normal. Mais ça commençait un petit peu à fermer. Alors vous voyez, c'était le dernier service. Donc il y avait encore des gens dans les bars et dans les cafés sans masque à l'époque. Bah oui. Et ça discutait, ça mangeait, etc. Et la vie normale, en fait. La vie tout à fait normale, d'un samedi soir normal. Et puis finalement, quand même, les serveurs, les patrons avaient entendu ce qui se passait et ils commençaient un peu à avertir, à prévenir leurs clients en leur disant dans 1 heure, on ferme. Donc, entre guillemets, pas dépêchez-vous de manger, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, les patrons commençaient un peu à s'inquiéter parce que niveau perspective financière, ils n'avaient pas de date de commençaient reprise. déjà à réfléchir à comment ça va se passer. Genre, on ferme ce soir dans 1 heure, mais on ne sait pas quand on rouvre. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, c'était un peu le chaos, la stupéfaction du côté des clients, un peu perdus, on doit l'avouer, parce qu'ils apprenaient un peu ça au débotté. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai plus le droit de sortir, etc. Ils ne se rendaient pas forcément compte de ce que ça voulait dire. On les écoute. Pendant plusieurs minutes, on discutait avec le monsieur qui était à la table à côté en disant « mais non, c'est une blague, vous rigolez et tout ». Et en fait, après, on a regardé sur le téléphone, on a découvert que c'était la réalité. Je me dis « mais on n'a jamais connu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, c'est juste des questions, mais on n'a pas de réponse. Ouais, ça marche. Bon, on voit vraiment des gens qui se posent beaucoup de questions et on s'en est beau. On a eu le temps, en tout cas, de se poser beaucoup de questions durant ce confinement, professeur. Le confinement, il a ralenti nos vies, ça c'est sûr. Il nous a désocialisés parfois. Et puis surtout, franchement, frustrés souvent. Est-ce que forcément, on est, je veux dire, on peut faire une petite croix dans notre cerveau où il y a écrit confinement. Est-ce que ça nous a et ça va tous nous marquer nos vies? Ce sera dans les livres d'histoire, mais dans notre tête. Oui, clairement. D'ailleurs, la première remarque qu'on a faite, c'est que c'est bizarre, les gens sont sans masque. Tellement ça s'est inscrit dans la durée, en fait. Quand vous vivez quelque chose de violence, il est extrêmement violent d'un coup, on parle de traumatisme, mais là on n'est pas forcément dans le traumatisme, on est dans quelque chose de l'ordre du stress quotidien, répété depuis 1 an. C'est devenu presque une ambiance de guerre. Le langage a changé, on parle langage guerrier, les soignants sont devenus nos soldats, sont devenus des héros, le couvre-feu, le confinement. Vous voyez, on est devenu dans une ambiance stressante et qui impacte au plus grand, large personne. Une sorte de traumatisme répété, je vais en profiter. Trauma, c'est le nom de votre bouquin. Le trauma, comment s'en sortir, c'est édité chez Debac. Un livre coécrit avec pas mal de tests, finalement, une sorte de guide sur ce qu'est le traumatisme. Là, on peut parler de traumatisme, finalement, entre la période, c'est 1 mois et 25 jours de vie sous cloche. Même si certains travaillaient évidemment. Audrey, tu travaillais par exemple, tu as fait des reportages pendant cette époque. Nadine, je crois aussi qu'à distance, vous continuiez parce qu'on sait que cette période
Dans les foyers, ça a exacerbé pas mal de choses. Est-ce qu'on peut parler de traumatisme? Pour la majorité des gens, c'était plutôt une période stressante. Ce n'était pas un traumatisme. Par contre, il y a un nombre de personnes pour lesquelles c'était un véritable traumatisme, un véritable cauchemar. C'est-à-dire des personnes confinées dans de mauvaises conditions, avec des violences conjugales, des violences familiales, ou pour les personnes qui étaient confrontées à la mort inattendue d'un proche, ou les soignants qui voyaient dans les couloirs de leur service d'hôpital des morts et des morts et des morts, quelque chose qui est complètement inattendu. Ils étaient submergés par cette situation et avec quelque chose qui atteint beaucoup nous, soignants, qui sommes au service des gens pour les sauver, pas pour voir les morts s'accumuler. Donc c'est une situation traumatique pour un certain nombre de personnes et stressante pour l'ensemble. Alors, être traumatisé, finalement, ça veut dire quoi? C'est une maladie? Ça se soigne? On dit que va chez le psy, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Ça veut dire quoi, le traumatisme? Le traumatisme, c'est avoir vécu une expérience qui nous a mis dans un état de danger imminent, puissant, un peu l'impression qu'on allait mourir. Donc ce n'est pas des événements de tous les jours, mais les agressions physiques, les agressions sexuelles, les accidents graves, les événements de guerre, toute confrontation à cette notion de mort, on appelle ça traumatisme. Et en fait, heureusement, dans la majorité des cas, on a tous des très très bonnes capacités d'adaptation, voire on peut parler de résilience. Et la majorité des gens s'en sortent plutôt normalement et tout seuls. Un nombre de personnes, peut-être de l'ordre de 10%, vont développer des symptômes divers et variés dans les suites de ces traumatismes. Certains ne vont pas en parler, ils vont rester dans le silence pendant des années, d'autres vont pouvoir demander de l'aide et être aidés. Et donc, on peut voir des symptômes post-traumatiques, on peut faire des dépressions post-traumatiques, des phobies post-traumatiques, et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs écrit ce livre pour que les personnes qui ont peur d'en parler, qui restent dans le silence, qui restent isolées sur elles-mêmes, puissent avoir un guide, quelque chose pour répondre à leurs questions. C'est pour ça que tous les chapitres sont faits sous forme de questions très personnelles. C'est un guide qui peut être aussi à destination des enfants, ça? C'est plutôt à destination des adolescents. À partir des adolescents, les enfants, c'est un peu plus élaboré quand même. Puis surtout, il y a des exercices, des QR codes pour aller sur des exercices en ligne, de la méditation, de la respiration, des exercices comme ça disponibles sur des vidéos ou des audios ou des textes. Vous parlez de traumatisme, petite question, justement, les enfants, on en a beaucoup parlé. Est-ce que dans les années à venir, justement, c'est peut-être eux, la population, qui peuvent être le plus traumatisés par les masques, par le fait d'être moins sociabilisés? Ma question. Bon, voilà, pardon. Non, pas traumatisés, mais stressés. Mais ce qu'on sait, c'est que le stress, quand il s'installe dans la durée, par exemple, comme maintenant, ça crée de la dépression. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la population la plus fragile face à la dépression, l'anxiété, ce sont bien sûr nos adolescents, nos enfants. Une anecdote, après 2 mois de ce premier confinement, j'ai sorti mon fils de 10 ans à l'époque de la maison pour la première fois après 2 ans. Il a regardé un peu partout en me disant « mais elle est où l'armée, elle est où la police ?» quoi. Donc l'image, l'angoisse qu'il a pu se construire dans sa tête, et puis surtout ça crée de l'appauvrissement, un environnement plus appauvri, on a moins d'interactions, moins d'amis, et donc du coup ça crée une dépressivité, une sorte de résignation qui s'installe petit à petit. C'est pour ça que nos jeunes, nos adolescents, nos étudiants dans les universités ou ailleurs sont vraiment en souffrance par manque d'interaction sociale. Alors justement, on parlait par exemple des familles qui étaient confinées avec parfois des situations exacerbées. Il y a eu de très bons moments pour certains pendant le confinement. Parfois, on a renoué avec ses enfants peut-être, son mari, sa femme, ses voisins. Ils étaient très précieux, ces voisins, aussi pendant le confinement. Mais ça a aussi exacerbé nos fragilités. Nadine, vous, à l'époque, vous étiez déléguée départementale aux droits des femmes. Vous occupiez des violences intrafamiliales. Est-ce que vraiment on a eu une accélération des violences?
Alors, dans les statistiques, non, parce qu'évidemment, elles étaient empêchées d'aller porter plainte, Ouais. puisqu'elles étaient sous contrôle permanent. En revanche, dans les faits, dans les familles, bien évidemment que oui. Quelqu'un qui est violent, quand on est 24 ensemble, forcément, ça l'est plus. Et on a vu se développer dans des centres d'hébergement pour des femmes victimes de violences, donc qui étaient sorties de la situation, le syndrome de la cabane. Voilà, peut-être. Qu'est-ce que c'est, le syndrome de la cabane ? Va pouvoir expliquer. En fait, la vérité, c'est que les appels aux services d'urgence pour violences intrafamiliales ont bondi de plus de 50% dans tous les pays. Pas qu'en France, en Espagne, ça a été beaucoup, en Italie, dans beaucoup de pays, tel qu'on avait écrit un papier à l'époque pour dire qu'il est urgent de faire la distanciation à la violence faite aux femmes et aux enfants. Parce qu'on parlait beaucoup de distanciation physique et autres, mais Oui. qu'en est-il de ces personnes qui sont extrêmement enfermées, isolées, et donc forcément un Ouais. peu enquistées, Ouais. sans que ça soit visible de l'extérieur Bien ce qui sûr. se passe. Alors, on va parler justement, on va fêter, entre guillemets, cet anniversaire cette semaine. Alors, on enregistre cette émission. On a demandé aux passants, à Tours et à Chinon, je crois, ce qu'ils pensaient ce confinement, comment ils l'avaient vécu de l'intérieur et quel recul ils prenaient aujourd'hui. On les écoute. On s'est dit, qu'est-ce qui nous arrive? On va être obligé de faire avec, mais on n'a pas le choix. Et devant le fait accompli, on a joué le jeu. Au début, on l'a accepté, mais là, maintenant, ça fait 1 an et on trouve le temps long. Au début, c'était un petit peu rigolo de se dire, alors qu'est-ce qu'on va faire chez soi enfermé à pas sortir. Et puis bon, au bout de 2 mois, ça devenait très long quand même. C'était très angoissant, cette solitude. On avait beaucoup de temps pour nous, mais on a quand même les cours. C'est très bizarre en fait comme moment. J'ai trouvé que c'était comme un exercice un peu, quelque chose de nouveau à vivre. Une sorte de... Je me suis un peu regroupé sur moi-même, fait des choses que je faisais plus, une vie qui est un petit peu au ralenti. Le masque est une chose, mais c'est qu'il n'y a plus d'activité sportive en soi. Et ils ne peuvent plus jouer avec leurs copains et copines comme ils veulent dans la cour de récré s'ils ne sont pas dans la même classe. Enfin, on arrive à des choses qui sont un peu aberrantes quand même. Moi, je suis à la retraite, donc je ne travaille pas, donc ça ne change pas trop d'habitude, mais c'est les contraintes, quoi. C'est les contraintes. C'est très embêtant de rentrer le soir à 18h, voilà. J'ai l'impression d'être caché derrière les lunettes de soleil, d'être caché derrière le masque. On a envie de retrouver le contact. Professeur Elhaj, qu'est-ce que vous retenez de ce petit micro tendu au Tourangeau et au Chinnonais? Finalement, quelle est la remarque qui vous... Moi, je trouve qu'ils sont formidables parce qu'ils ont vraiment cette capacité de s'adapter, de patienter. Et ce qu'on disait tout à l'heure, on parle même dans certains cas de croissance post-traumatique. C'est-à-dire ce qu'on déploie quand on a une difficulté, qu'est-ce qu'on déploie pour construire sur cette difficulté. C'est même au-delà de la résilience. La résilience, c'est de la résistance à ce qui nous arrive. Mais là, c'est de créer quelque chose de nouveau. Vous voyez, les éditeurs vous le diront, ils n'ont jamais reçu autant de manuscrits de français, des nouvelles, des choses comme ça. Donc il y a des gens qui ont profité de cette occasion au lieu de subir pour construire quelque chose de nouveau. Puis par exemple, la dernière personne qu'on voyait là, la Chinnonnaise, elle m'expliquait que finalement, elle était dans un métier qui a pâti de la crise énormément. Elle s'est dit, bon, allez, c'est le déclic, je change de métier. Donc hop, elle a tout mis ça de côté et maintenant, elle travaille dans l'agriculture. Et voilà quoi. Et bien justement, on va parler finalement de ce qu'a pu révéler le confinement et puis l'année qui a suivi évidemment. Une année où peut-être parfois on s'est aperçu que notre quotidien ne nous épanouissait pas, qu'il y avait des choses où que les gens qui nous entouraient ne nous épanouissaient pas non plus. Est-ce que pour certains, c'est peut-être une chance cette année si inédite, j'en ai marre de le dire, mais c'est vrai finalement. Il y a de tout. Il y a des gens qui, en fait, qui ont pris le temps de faire ce qu'ils n'avaient pas. Et malheureusement, il y a aussi des gens qui ont cette confrontation, finalement, parfois au noyau familial, à son conjoint, met en évidence des choses qu'on avait essayé de mettre sous le tapis. Il y a eu quand même une vague de divorces, de séparations, des choses comme ça, de décisions aussi prises, des gens qui ont changé de métier, des gens qui ont changé de vie ou qui ont pris le temps simplement de faire des choses qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire jusque-là.
Donc ça peut être un bien aussi. Dernière petite question avant de passer à l'économie, évidemment. C'est un lien parce qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. Ah ben voilà, alors justement, c'est-à-dire que les gens ont passé le cap, c'est-à-dire, allez, puisque c'est une année dangereuse, je me mets en danger, Stéphane. On se pose et on réfléchit, quoi. Ouais. On voit où sont les priorités. Peut-être juste en économie, on ne va pas parler de trauma, ce n'est pas un trauma ce qui nous arrive. Il me semble, en tout cas pas en économie, je veux dire la vie continue, les entreprises continuent de vivre. Avec une révolution, cette année a été une révolution, c'est le télétravail. Ce qui était le cas de quelques salariés, quelques pouillèmes de pourcents de salariés, c'est maintenant 50% des travailleurs selon des chiffres qui ont été compilés par Malakoff Médéric. On n'a pas de chiffre définitif sur le télétravail, 14 000 accords de télétravail en France. Il y a évidemment beaucoup plus d'entreprises en France. Avec des balbutiements au début et puis maintenant une vraie... Voilà, celles qui mettent en place des accords ont réussi à trouver des solutions. Il y a d'abord un premier élément pour les entreprises, outre le fait que le télétravail, on le sait, on se retrouve dans son environnement, c'est parfois bien, on peut lancer une lessive entre du vécu. Peut-être un télétravailleur né. Voilà. entre deux activités et c'est pas mal. Pour l'entreprise, vu de l'entreprise, c'est des gains de productivité évidents, il y a moins de mètres carrés de foncier, d'électricité à payer. Et puis pour le salarié, évidemment, il est aussi plus productif parce qu'il est dans son élément et finalement, il n'y a pas de machine à café qui vient perturber. Mais c'est peut-être là qu'on voit qu'il y a quelques biais. J'ai donné cette citation tout à l'heure. Il n'y a pas d'entreprise sans les hommes et les femmes qui la composent, évidemment. Et puis il y a cette citation de Saint-Exupéry. La grandeur d'un métier, c'est peut-être avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Et ça, c'est valable dans l'entreprise aussi. Évidemment. Pour l'instant, on est dans cette situation de transition, mais est-ce que ça va perdurer ? Il y a des chefs d'entreprise qui se posent la question, on ne pourra pas tenir comme ça non plus. Toute la vie. Et puis alors, il y a aussi des entreprises en Indre-et-Loire, par exemple, qui ont réagi alors, en s'organisant pour poursuivre leur activité ou qui se sont organisées pour servir cette lutte contre le coronavirus, Stéphane. Oui, alors évidemment, on pense tout de suite à celles qui ont donné des blouses, des masques, du gel hydroalcoolique. On prend l'exemple du gel hydroalcoolique, on s'est dit, bah tiens, c'est pas bête pour les entreprises de la pharmacie ou même les entreprises qui font de l'alcool ou des choses comme ça, pourquoi pas faire du gel hydroalcoolique? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour faire du gel hydroalcoolique, on passe en installation classée avec une zone dite ATEX, ce qui veut dire... Ça ne s'improvise pas. Voilà, ça ne s'improvise pas, c'est une zone en zone explosive et donc on ne peut pas... Elles ont eu des mesures dérogatoires pour fabriquer et aider la nation à passer, mais on ne pourra pas perdurer. Et puis il y a aussi les entreprises, il y a par exemple cette entreprise à la Ville aux Dames, je crois, qui s'est mise à faire des masques, qui a acheté cette machine, c'est AIM, je crois. Ça. Voilà, toutes ces entreprises qui se sont adaptées, on ne va pas dire qu'ils ont pris le filon, pas du tout, ce serait vraiment pas beau, mais finalement qui ont réagi à tout ça. Professeur, je voulais quand même conclure avec vous. On rappelle évidemment le titre de votre livre, hein, Le trauma, comment s'en sortir. Bien justement, encore une fois, quand je ne vais pas bien, quand je ne sais pas quoi faire, quand quelqu'un que je connais ne va pas bien, qu'il ait été soignant dans la crise, qu'il ait été spectateur juste de sa propre solitude, bref, quand ça ne va pas bien, on fait quoi finalement? On partage, on sort du silence, on ne reste pas seul, on ne s'isole pas, on parle à ses proches, à des gens de confiance, on parle à son médecin traitant. Il y a toujours une solution, il y a toujours des moyens. Le problème, c'est de ne pas se sentir seul et dans une impasse. Et là où les choses sont compliquées, donc un message vraiment très positif qu'on a toujours une solution possible pour chacun. Quelqu'un peut nous comprendre, c'est un peu ça. Toujours. Oui, on ne reste pas tout seul. Bon, très bien. On va continuer à parler évidemment de cette pandémie, mais d'un vaccin. Hein. Si la lutte contre le coronavirus se faisait par un spray nasal en vaccin à Tours, en tout cas des chercheurs planchent sur ce vaccin à pulvériser dans le nez. Des essais cliniques sur l'homme pourraient être programmés en fin d'année. On fait le point tout de suite avec l'un des chercheurs en plateau. À tout de suite.